Merci Anne-Marie d'avoir répondu à mes sollicitations quand je vous avais demandé de créer un club des repreneurs, parce que tous ceux qui sont passés par cette situation savent que cet exercice éminemment solitaire peut être également partagé et solidaire, au moins dans une partie de ces approches. Et je suis vraiment très heureux que ce club, mais j'en doutais pas, ait les résultats que vous nous avez présentés. C'était important dans notre chambre de commerce, qui avons beaucoup de visibilité dans notre action sur les créateurs d'entreprises, qu'on en ait également sur les repreneurs, parce qu'on connaît tous l'âge de nos capitaines et on sait tous que malgré les apparences, parce que quand on est repreneur, on se demande où sont un peu les cédants de temps en temps, mais on sait tous l'âge du capitaine et on sait que dans les années à venir, il y aura beaucoup d'entreprises à céder. J'en profite pour vous dire que je suis évidemment en total désaccord avec la loi Hamon, qui est en deuxième lecture au Sénat, et qui va revenir à l'Assemblée nationale, et qui est certainement pas la bonne solution pour fluidifier le marché de la reprise des entreprises. C'est même exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon expérience partagée et également de celle de mon club de repreneurs, parce que figurez-vous que j'ai la chance et l'avantage d'appartenir à un club de repreneurs, version un peu différente de celle-ci, de gens qui se connaissent depuis 20, 30 ans pour certains, et qui ont en commun d'avoir repris une entreprise. Et depuis maintenant 18 ans, on se rencontre régulièrement. Certains ont repris plusieurs fois, d'autres ont déposé le bilan, d'autres ont revendu, d'autres sont entiers. Bref, vous imaginez bien qu'en 18 ans, on a à peu près tous les cas de figure possibles. Et ce que je vais vous présenter, c'est des expériences vécues. C'est un séminaire, c'est le résumé d'un séminaire que j'animais à EM Lyon, quand au Centre des entrepreneurs, ils avaient une formation donc auprès des repreneurs. Et il m'avait demandé de partager l'expérience que j'avais vécue, et j'avais bien volontiers accepté, parce que je crois que quand on connaît ce parcours du repreneur, quand on connaît sa difficulté et qu'au final on arrive à trouver sensible, eh bien on a envie de le partager avec les autres, et on a envie que d'autres puissent devenir entrepreneurs par cet intermédiaire-là. Alors le thème qu'on a retenu, Anne-Marie, c'est les 100 jours, c'est l'entrée opérationnelle dans cette cible si convoitée pendant 2 ans peut-être. C'est le bout du bout. On a fait le closing et puis ça y est, le grand jour arrive. Et donc je vais essayer en 40 minutes de vous résumer donc ce vécu, cette expérience des 100 premiers jours. J'espère que vous en tirerez quelques idées, quelques moments forts, et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. L'introduction, ce sera le premier jour, parce que le premier jour, on a le cœur qui bat très fort, et c'est un jour dont on se souvient. En préparant cette petite intervention, je discutais avec une de mes collaboratrices qui me disait c'est 18 ans après, je saurais exactement vous dire mot pour mot ce que vous nous avez déclaré le jour où vous êtes arrivé, parce que j'avais pas dormi les 2 nuits précédentes, tenaillées par l'angoisse du changement. Les 100 jours, on va les décomposer en 2 phases. Ensuite, l'observation et la découverte de l'entreprise. Là, j'ai essayé de regrouper les 7 points clés qui nous intéressent. Je vous livre rapidement. Premièrement, assimiler la culture de l'entreprise avant de la modifier. Deuxièmement, bien connaître son capital humain. Détecter les nouvelles priorités de l'entreprise. Gérer le risque client. Capitaliser sur la relation avec le cédant, ne rien ignorer de son nouveau marché et s'occuper de sa trésorerie. Ça, c'est la phase d'observation et de découverte qui s'entremêle, qui s'entrechoque
avec des moments également très forts qui sont l'apprentissage de notre nouvelle vie d'entrepreneur, avec un petit focus sur les qualités de l'entrepreneur, et puis 3 points sur ce paragraphe. Apprendre la solitude et l'isolement, notamment pour tous ceux qui viennent de grands groupes et qui étaient entourés de staff, même s'ils sont de moins en moins conséquents, qui restent conséquents. Gérer sa disponibilité. Et puis, un point auquel je tiens beaucoup, qui est intégrer la remise en cause comme mode de fonctionnement. On y reviendra tout à l'heure. Quand on est ici de grands groupes, comme c'était le cas, on a l'impression que le train est toujours sur les rails et qu'il ne peut jamais dérailler. Et quand on est à la tête de sa PME, on s'aperçoit que, même si qu'on soit un train ou un bateau, si on est un train, on peut dérailler très vite. Et si on est un hors-bord, on peut vite être emporté par une vague. Je vous dirai ensuite le bonheur qu'il y a à être évidemment entrepreneur. Et puis 7 points clés qu'on a identifiés, nous repreneurs, 7 points clés sur le management. Alors le premier jour, c'est le jour des présentations et c'est un jour qu'il faut particulièrement préparer. Généralement on est en forme parce qu'on est plutôt heureux. Après avoir tant désiré sa cible, on l'a là enfin. Et ce qu'il faut essayer de faire ce jour-là, c'est bien sûr de gérer la transition avec le cédant. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire une intervention avec le cédant qui explique à ses collaborateurs. Alors évidemment, on a tous les cas de figure. On a le cas de figure où le cédant n'a jamais mis les pieds avant. Il y a le cas de figure où il a mis les pieds avant, il est visité. Moi, je prends le cas général où on vous a fait visiter l'entreprise le soir, une fois que tout le monde était parti. On sait simplement parce que c'est dans les tuyaux qu'il risque d'y avoir une vente dans l'entreprise, mais le repreneur fait la connaissance de ses futurs collaborateurs le jour où il met les pieds dans l'entreprise, où il a racheté l'entreprise. Donc ça nous paraît très important d'abord que le cédant explique les raisons pour lesquelles il a cédé l'entreprise, parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'incompréhension, notamment de la part des collaborateurs qui auraient pu imaginer que le cédant puisse d'abord leur proposer l'entreprise. Et donc il faut qu'il explique, le cédant, les raisons pour lesquelles il a été amené à céder son entreprise et les raisons pour lesquelles il a choisi ce repreneur, parce que il faut bien admettre, dans le rapport de force de cette négociation, c'est souvent le cédant qui choisit le repreneur et assez peu généralement l'inverse. Ensuite, on pense qu'il faut que l'ensemble du personnel, bien sûr, soit réuni et qu'il y ait une présentation du repreneur. 9 items. Qui suis-je? D'où je viens? Mon parcours professionnel? Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi cette entreprise, la vôtre? Qu'allons-nous faire ensemble? Quelle ambition pour demain? Il s'agit là de tracer une première ligne directrice. Comment allons-nous le faire? Avec un point très important, insister sur le fait, on y reviendra après, qu'on va commencer par observer, écouter et comprendre. Expliquer quel va être le rôle du cédant dans cette période un peu compliquée où il va y avoir 2 patrons, au moins en apparence. Et puis donner un rendez-vous pour le premier diagnostic au bout des 100 jours. C'est une bonne 100 jours, c'est bien. Voilà. On donnera rendez-vous donc à ses collaborateurs à 100 jours pour faire un premier bilan et indiquer les grandes orientations. J'ai une lettre qui a beaucoup servi, que je peux rapidement vous lire. Mesdames, Messieurs, après vous avoir brièvement salué ce matin, je suis très heureux de vous rencontrer tous ensemble maintenant. Après l'annonce que vous a faite M. Dupont, mon ami Dupont, c'est plus simple, vendredi dernier, il était utile que nous rencontrions rapidement. Simplement, aujourd'hui, je serai relativement bref. D'abord, pour me présenter, vous dire pourquoi je suis ici parmi vous et vous répondre bien sûr à vos premières questions, si vous en avez. Je m'appelle François Martin, j'ai bientôt 40 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, etc., etc. Au départ, j'ai une formation dans le droit et la gestion. Auparavant, j'ai travaillé dans l'industrie, je connais donc bien les ateliers, mais également la distribution. Alors pourquoi suis-je parmi vous aujourd'hui?
Eh bien d'abord parce que le courant entre M. Dupont et moi-même est bien passé. Je trouve que le travail qui a été fait chez Dupont et Frères est excellent. Notre entreprise, votre entreprise, a une bonne image de qualité, de sérieux et d'efficacité. Ses produits sont appréciés par la clientèle et elle possède à travers vous un excellent savoir-faire. Bref, elle a des atouts pour l'avenir et c'est cela qui m'intéresse, développer Dupont et ses frères, la hisser à son meilleur niveau pour qu'elle soit, si possible, devant nos concurrents. Voilà l'ambition que je veux vous faire partager. Alors comment va-t-on s'y prendre? J'ai bien sûr un certain nombre d'idées et de convictions, car depuis quelques mois j'ai étudié avec attention l'environnement de votre entreprise. Mais dans un premier temps, je vais observer, écouter, confronter des points de vue. Dans les premiers jours du mois de janvier, je vous recevrai tous individuellement pour qu'on fasse plus ample connaissance, que vous m'expliquiez les tenants et les aboutissants de votre métier. Bien sûr, M. Dupont restera pendant les premiers mois à nos côtés pour qu'il y ait continuité dans l'action. Et puis, vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine, je vous livrerai mon premier diagnostic et les grandes orientations que je donnerai à Dupont et Frères. Mais dès aujourd'hui, je souhaite que notre entreprise vive au rythme de ses clients, à leur écoute. Elle est déjà dans cette optique, vous y avez travaillé, et je sais que M. Dupont y veille. Mais je suis convaincu, c'est une conviction profonde, que demain seules les entreprises entièrement tournées vers leurs clients, à leur écoute, progresseront. La qualité du produit, du service, c'est une condition impérative pour réussir demain. La qualité devra être tous les jours le moteur de notre action. Je crois que ce message, modifié, revu et corrigé en fonction, il est très important parce que les collaborateurs, le premier jour, ont une attention et une écoute excessive. Moi, je me rappelle qu'avoir livré un petit discours comme celui-là, la première question que j'ai eue, c'est est-ce qu'il y aura des licenciements? Oui, le message, il n'était pas exactement bien passé, mais en tous les cas, il reflétait assez bien l'angoisse du changement. Alors, la première phase d'observation et les 7 points dont on a parlé. Premier point, assimiler la culture de l'entreprise. Je crois qu'il faut que les repreneurs le comprennent bien. On n'efface pas, aussi brillant, aussi intelligent qu'on est, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'habitude, de fonctionnement en quelques jours, ni même en quelques mois. Il faut beaucoup de temps pour comprendre et assimiler les attitudes, les comportements, les non-dits. Une culture d'entreprise, avant d'être modifiée, doit être d'abord assimilée. Processus de décision, délégation de pouvoir, autorité de la hiérarchie, dysfonctionnement chronique, habitudes dites, non dites, et le risque est grand car on ne peut modifier le corps social d'une entreprise qu'en prenant certaines précautions. Je me permets d'insister sur ce point qui paraît à tous évident, parce que j'ai vu, de mes yeux vus, des repreneurs issus avec une expérience issue de grandes écoles, avec une expérience professionnelle de cadres dirigeants dans des grands groupes, arrivés dans une entreprise qui avait des résultats in boni depuis des années et des années, et dès le lendemain de leur arrivée, modifier tout ce qui existait. Ça paraît, le rappeler, ça paraît du bon sens, mais je pense qu'il faut le redire parce que beaucoup ont l'impression, quand ils arrivent dans une entreprise, des repreneurs, qu'elle leur appartient, que c'est leur chose, et donc qu'ils vont la mettre. C'est notamment vrai pour les scientifiques. J'ai remarqué ça, peut-être parce qu'ils ont moins une sensibilité à la chose commerciale, à la chose humaine, et qui confondent un peu les machines et les hommes, mais cette volonté dès le premier jour de vouloir tout mettre en coupe réglée. Ça ne marche pas dans une entreprise qui a vécu 20, 30 ans avec le même dirigeant. On n'arrive pas du jour au lendemain en voulant tout changer. Ça peut peut-être marcher, mais je n'ai pas d'exemple à vous soumettre où une telle attitude a porté rapidement ses fruits. Bien sûr qu'on doit adapter notre attitude en fonction de la situation de l'entreprise, mais quand on rachète une société, une boni qui gagne de l'argent depuis des années, il faut avoir l'humilité de penser qu'on ne sait déjà pas si on fera mieux que le prédécesseur.
Je reviendrai tout à l'heure dans la relation avec le cédant, parce que évidemment cette relation elle est très importante. Il faut donc comprendre que le temps passé justement à comprendre l'entreprise, c'est du temps gagné. Moi, je vous donnerai deux exemples qui m'ont beaucoup marqué. Je sortais donc de l'équipement automobile avec des démarches de qualité totale très fortes. Et le premier jour où je suis arrivé, j'ai une de mes collaboratrices au téléphone qui a expliqué au client que la commande ne pouvait pas être réalisée parce qu'on avait un préparateur de commande qui était malade. Et franchement, j'ai cru, j'avais perdu l'habitude qu'on puisse dire une chose pareille à un client, ce qui me semble invraisemblable. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui faire une remarque, je l'ai faite doucement, mais ça l'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que c'était tout simplement ce que lui avait dit le dirigeant. Quand une commande ne partait pas, on disait au client, on s'excuse, il y a des gens qui sont malades et on ne peut pas faire partir les commandes, ce qui était donc devenu en quelque sorte une culture de l'entreprise. Un autre point qui m'avait beaucoup frappé, c'était un peu la culture de la planque. Là où dans d'autres entreprises, dans nos expériences professionnelles, chaque fois qu'on avait un problème, le problème il sortait. Là, de peur sans doute de la réaction du dirigeant, eh ben, on planquait les problèmes qui n'apparaissaient jamais. Et c'était de ça depuis des années et des années. Si on ne fait pas un effort de compréhension, si on n'essaye pas de savoir le pourquoi du comment, ben, ces choses-là, on part à l'envers et on ne les découvre pas tout de suite. Donc, assimiler la culture de l'entreprise avant de la bonifier me paraît une chose particulièrement essentielle. Deuxième point, bien connaître son capital humain, repérer bien sûr les hommes et les femmes clés de l'entreprise. Tout le monde n'est pas clé dans une entreprise. Généralement, on en a parlé avant la reprise. Le cédant, avec une idée des hommes clés, moi je me suis aperçu que les hommes clés n'étaient pas toujours ceux qu'on pensait, parce que le repreneur les positionnait par rapport à lui-même. Et vous, nouvel entrant, vous les positionnez dans un autre monde. Et les gens sur qui vous souhaitez compter ne sont pas forcément ceux qui comptaient avant. Pour ça, il y a une méthode très simple, c'est d'avoir très très vite un entretien individuel avec chacun des salariés. C'est la seule fois où vous pourrez écouter les problèmes sans les traiter, puisque vous arrivez, et c'est la seule fois où les gens seront très fiers de vous présenter ce qu'ils font. Et dans ces entretiens, qui prennent beaucoup de temps, qui sont des entretiens d'écoute, vous allez prendre de la matière pour plusieurs années. Vous allez interroger les gens sur leur savoir-faire, leur attitude, ce qu'ils ont fait dans l'entreprise, comment ils ont vu les choses, les relations des uns et des autres, les nouveaux produits. Et là, généralement, il y a un immense sentiment de fierté de la part des gens qui s'expriment très librement. Et ces entretiens, s'ils sont bien menés, c'est-à-dire que si on prend sur soi de ne pas arrêter les gens, de ne leur pas expliquer, mais vous avez dû faire ça et pas ça, vous avez en quelques entretiens la totalité de l'histoire de l'entreprise, des rapports humains, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce que vous a pas dit le cédant, soit parce qu'il n'y a pas pensé, soit qu'il n'a pas voulu vous le dire, et là tout ressort. Moi j'ai été frappé par cet entretien, je fais des entretiens annuels, puis mon ancienne position de DRH m'a amené à en faire beaucoup, mais ceux-là, ils m'ont beaucoup marqué, parce que il faut prévenir les gens avant, bien sûr, hein, pas leur dire comme ça, les prendre un jour, viens me parler, il faut leur demander de préparer l'entretien, parce que la grande majorité, en fait, moi, de mes collaborateurs n'avaient jamais eu d'entretien, n'avaient jamais franchi les portes du bureau du patron. D'accord ? Il n'a jamais eu d'entretien en tête à tête. Il ne faut pas prendre les gens à court, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude, surtout quand vous adressez à des ouvriers. Il faut leur dire, on va discuter demain, vous allez m'expliquer ce que vous savez faire, vous le préparez. Et j'avais des gens qui avaient préparé leur entretien, enfin c'était magnifique, hein, toutes les choses qu'ils savaient faire, etc. J'en conserve un souvenir très ému, et surtout, ça a grandement accéléré ma connaissance de l'entreprise, et ça m'a permis très vite de réparer qui faisait quoi, comment se positionnaient les gens les uns par rapport aux autres, les projets qui avaient échoué, ceux qui avaient réussi. Bref, je ne veux pas faire
la liste des choses que j'ai appris à ces moments-là, parce que le temps m'est compté, mais c'est effectivement très intéressant. Troisième point, très vite, détecter les priorités de l'entreprise. Cette phase d'écoute et d'échange sur les 100 premiers jours, elle doit permettre de dresser objectivement les priorités à traiter, il y en a toujours dans une entreprise, en évitant le risque de vouloir tout faire tout de suite. Je pense que cette phase de réflexion, elle est très importante, parce que cette cible, on a l'impression de la connaître devant, derrière, dessous, on l'a tellement voulu, que quand on arrive là, comme ça, et puis on est des entrepreneurs, on a envie d'aller de l'avant, on voudrait changer tout de suite. Il faut se garder de tout ça, bien comment ça fonctionne, et puis se donner un peu de temps, 3 mois c'est une bonne, pour établir les priorités, en essayant de faire en sorte de ne pas trop toucher au système. Il faut être humble quand on arrive dans une entreprise, et quand cette entreprise elle a toujours gagné de l'argent, il faut faire preuve d'une très grande humilité. Je le dis toujours aux repreneurs, parce que on a un peu l'impression que parce qu'on a repris une entreprise, parce qu'on chez soi, on va être meilleur que les autres. C'est pas vrai. Quand quelqu'un a mené une entreprise pendant 20 ou 30 ans et qu'il l'a bien menée, ses qualités sont peut-être différentes des nôtres, mais il a obligatoirement d'immenses qualités. Et donc, il ne faut pas tout de suite toucher à l'édifice sans avoir bien compris comment il marchait. Donc, on préconise 4 points. L'établissement de la liste des priorités par service ou par domaine, avec pour chacune le coût et les délais de réalisation, les inconvénients à ne pas le faire. Il y a les avantages à le faire, puis il y a les inconvénients à ne pas le faire. Les avantages concurrentiels qu'on va dégager, et l'influence, bien sûr, sur la marge et sur le CA. Parce qu'on n'est pas sur un gros paquebot, on est sur un petit hors-bord, et les décisions qu'on prenne, elles ont une application immédiate sur le pilotage de notre bateau. 4e point, gérer le risque client. Moi, je suis en train de réfléchir avec certains de nos clubs de repreneurs à lancer une nouvelle activité auprès des cédants. Parce que les cédants, vous allez le constater, sont très mal préparés à la vente de leur entreprise. Moi, j'ai été en contact avec, dans mon métier, à peu près tous mes concurrents, qui se disaient tous vendeurs et qui en fait ne l'étaient pas. Et notamment, il y a un point qu'ont beaucoup de mal à appréhender les cédants, c'est lorsqu'ils ont travaillé toute leur vie avec 2 clients, de bonne foi, ils n'imaginent même pas que eux, partant, les clients puissent prendre la tangente. Alors que c'est souvent le cas. Hein. On voit bien les clients qui n'ont jamais osé quitter leur fournisseur parce qu'il y a une relation, parce qu'ils leur rendent un service, et puis le jour où ça change, ils en profitent évidemment. Et ces choses-là, on ne les explique pas assez aux cédants. Il y a un certain nombre de points comme ça, où on pourrait probablement améliorer les reprises s'il y avait du côté des cédants des conseils qui, sur la durée, leur apportaient un certain nombre d'éclairages de repreneurs. Il y a ce problème des clients, il y a le pilotage de l'entreprise, des tableaux de bord. Bref, il y a beaucoup de travail à faire sur les cédants. Sur les clients, il faut évidemment repérer le ou les maillons faibles, ceux qui veulent profiter de cette situation de changement. Je pense que ça, c'est une caractéristique commune à tous les repreneurs. On a vu au moment où on est arrivé, des clients nous filaient entre les doigts parce qu'ils attendaient qu'une occasion pour le faire, ils ne savaient pas trop comment le faire, et le changement de dirigeant a été pour eux l'occasion de le faire. Et donc cette situation, il faut très très vite évidemment la repérer, parce que le changement de politique commerciale, le changement de génération par rapport à un cédant peuvent effectivement inciter un certain nombre de clients à aller voir ailleurs. Et puis très vite aussi, ça c'est un point essentiel, identifier et conforter ceux qui nous font vivre. Des clients peuvent partir,
mais c'est très très vite faire le tri dans le portefeuille client. S'il y en a 2, ce sera assez rapide. S'il y en a plusieurs centaines, ce sera un peu plus long. De ceux avec qui on va essayer de développer des relations commerciales et ceux que l'on doit absolument arrimer à l'entreprise. Et ça, il faut le faire assez rapidement parce que le client qui a connaissance du changement, on n'en a pas parlé, comment on informe les clients et les fournisseurs, il ne demande pas son reste, une fois que c'est fait, il tire le rideau et il ne vient pas forcément vous faire une lettre pour vous prévenir. Et donc ça, il faut l'identifier très vite, ces clients qui sont des clients à risque. 5e point, capitaliser sur la relation avec le cédant. Là, on a tout vu aussi. Moi, j'ai vu des repreneurs qui se foutaient sur la gueule au bout de 2 jours avec le cédant. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des repreneurs qui pouvaient plus se passer de leur cédant, ou j'en ai vu d'autres que moi qui continuent à voir, 18 ans après, leur cédant une fois par an, une semaine avant Noël, pour qu'on fasse le point, parce que ça lui fait toujours plaisir. Je pense que nous, repreneurs, nous devons avoir un seul objectif avec le cédant, c'est de faire en sorte qu'il nous rétrocède le maximum de son savoir. Ça veut être ça notre objectif, pas d'autre. Pas imaginer qu'on sait tout, qu'on va se débrouiller sans lui, que demain ce sera mieux qu'hier. Non. Quand quelqu'un a passé 10, 15, 20 ans à l'intérieur d'une entreprise, notre objectif, nous, c'est de lui prendre sa substantielle moelle et de faire en sorte qu'il puisse tout nous dire, même ce qu'il n'imagine pas. Moi, j'ai bien vu dans cette relation avec mon cédant qu'il y a des choses qui lui paraissaient anodines et qui pour moi étaient très importantes. Et donc c'est en échangeant avec lui, en bâtissant une relation de confiance, qu'on arrive à mettre en place ces échanges. Là, je pense que sur cette relation qui est un peu compliquée, il y a 3 fondements. Les 3 fondements, c'est la fermeté, la compréhension et la diplomatie. La fermeté, parce que de temps en temps, l'histoire est longue et le cédant ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Et a toujours l'impression, malgré le fait qu'il ait reçu son chèque, qu'il est encore le patron. Et donc il faut que les choses soient très claires. À partir du moment où le cédant arrive dans l'entreprise, il y a une passation de pouvoir, mais par rapport aux salariés, par rapport à l'environnement, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux clients, il y a un patron et il n'y en a plus deux. Et donc il faut être un peu ferme, parce que on a vu dans des reprises le cédant qui continuait ce qu'il avait fait pendant 30 ans, aller tous les matins, arriver avant le repreneur dans l'entreprise, à continuer, et pensant même pas d'ailleurs à faire mal, tout simplement reproduisant ce qu'il avait connu. La compréhension, parce qu'il faut faire preuve beaucoup d'empathie. C'est pas parce qu'on a reçu un chèque, aussi gros et aussi important soit-il, que immédiatement on tire un trait sur tout ce qui s'est passé. Et faire preuve de beaucoup de diplomatie, j'allais même dire d'empathie. Nous, on considère, quand je dis nous, c'est mon club, tous les gens qui ont eu ces expériences, que c'est aux repreneurs de faire l'effort et pas l'inverse. Beaucoup de repreneurs que j'ai pu rencontrer, notamment là dans ces AEM Lyon, considèrent que c'est l'inverse, mais c'est une connerie. Pourquoi ils considèrent que c'est l'inverse? Comme ils font du commerce, ils disent, moi j'ai payé, moi je suis le client, et donc c'est moi qui décide. Et donc celui qui a à faire des efforts, c'est le fournisseur et pas le client. C'est une vue évidemment absurde et qui amène quand même quelques catastrophes, parce que moi je suis surpris, je ne sais pas si Anne-Marie, vous avez des retours par rapport au club, mais du nombre de cédants qui se fritent avec le repreneur. Parce que des occasions de se friter avec le cédant, il y en a. Parce que quand vous commencez à découvrir au bout de quelques mois que ce qu'on vous a raconté, c'est pas l'exacte réalité, qu'il y a eu un peu de péché par omission, qu'il y a eu des prévisions un peu plus fortes qu'on l'avait imaginé, vous nous disiez que c'était sûr, c'était pas signé, bref, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent venir, mais tout ça, c'est du passé. Et donc, il faut continuer à faire preuve d'empathie, parce qu'il ne faut jamais perdre
de vue l'objectif du départ. Et l'objectif du départ, c'est que le cédant rétrocède bien la mine d'informations qu'il a en lui. Alors les bonnes pistes pour la relation avec les cédants, on en a identifié 5. Partager le même bureau nous semble une bonne idée. Parce que les bureaux dans une entreprise, il y a beaucoup de symbolique autour de ça. Alors où est-ce qu'on va me mettre? Est-ce qu'on met dans le bureau du mec qui a été viré avant? Bref, il y a un tas de figures. Le plus simple nous paraît de partager la vie du cédant et d'être dans le même bureau que lui. Ça permettra de zapper en direct un certain nombre d'informations avec les clients, les fournisseurs, voir comment ils se comportent, comprendre son fonctionnement, comprendre les us et coutumes de la profession, les coups de fil qui arrivent comme ça, où on prend d'hybride. Ça permettra également de bien comprendre comment il fonctionne avec ses collaborateurs et les savoir-faire particuliers qui met en œuvre. Alors c'est pas toujours facile de partager pendant 3 mois son bureau avec le cédant, mais si on part du principe qu'on est là pour avoir le maximum d'informations, qu'on est là dans une période d'observation pendant 3 mois, on ne va pas décider où on prend sur soi, je pense que c'est possible, et dans ce cas, c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Deuxième bonne piste, il faut se mettre d'accord sur la période d'échange avec les cédants. Généralement, on l'a fait avant, et se donner toujours la possibilité d'y mettre fin si nécessaire. Parce qu'il n'y aurait rien de pire au fond, si la relation n'a pas marché, qu'elle perdure dans un bureau et l'entreprise pourrait ne pas s'en remettre. Donc il faut toujours que le repreneur ait cette possibilité de mettre fin au contrat. Troisième bonne piste, ça paraît évident, mais bon, éviter toute remarque ou discussion houleuse avec le personnel ou devant le client. Parce qu'on le voit aussi. Un cédant et un repreneur, pas d'accord devant le personnel ou le client, c'est du pain béni pour les autres, mais certainement pas pour le cédant. Quatrième bonne piste, c'est établir clairement les rôles et montrer dans l'entreprise que le pouvoir a changé de main. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'économie d'une discussion et d'un échange avec le cédant, en lui expliquant les règles, en se mettant d'accord sur notre fonctionnement réciproque, et en lui expliquant surtout qu'il est là comme consultant, comme conseil, mais plus comme patron. Et que le patron, dans l'entreprise, eh bien, il y a un changement, et que le nouveau patron, c'est le repreneur. Ceux qui lèchent, j'en ai vu, qui restent un peu dans le flou, dans le non-dit, dans une espèce d'ambiguïté dont ils pensent qu'ils vont se servir, à terme, ils le payent, et ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc sur la relation du cédant, voilà ce qu'on peut dire. Je pense que c'est le point central. Une bonne reprise passe par capitaliser sur la relation avec le cédant, parce que c'est probablement lui en fonction bien sûr du profil, parce que souvent il y a aussi la femme du cédant qui est là, qui s'occupe de la comptabilité et qui ne peut pas être considérée comme quantité négligeable parce qu'elle n'est pas directement la patronne. Bien souvent, l'entreprise repose en partie ou en grande partie même sur elle et ses capacités. Et je pense que la relation avec la femme du cédant, elle est également bien déterminée dès le départ. Sixième point, ne rien ignorer de son marché. Là, je prends le cas notamment où vous achetez, c'était mon cas, une entreprise dans un secteur que vous connaissez absolument pas, ou vous connaissez uniquement par Internet, par quelques visites dans des salons. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une caractéristique, c'est que les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Et là où les process de décision étaient très longs, en dizaines d'années, c'est aujourd'hui beaucoup plus réduit. Et les retournements de marché, les évolutions technologiques vont tellement vite qu'il faut immédiatement, sur ces sujets, être très opérationnel. Et donc il ne faut pas, ce serait la pire des erreurs, de rester dans la continuité de ce qui a été fait. Et il faut très vite se mettre au rythme de l'entreprise. Le rythme avec, bien sûr, la profession,
les salons professionnels, les syndicats d'associations ou entrepreneurs, et puis les fournisseurs. Je crois qu'il y a une source d'information très importante quand on est repreneur, c'est les fournisseurs. D'abord parce que les fournisseurs, eux, sont un peu inquiets aussi. Moi, je vois bien dans mon entreprise, chaque fois qu'un de nos clients change de dirigeant, on est remis en cause aujourd'hui, d'une façon un peu systématique. Alors, il y en a où c'est pas trop grave, et puis il y en a certains où ça nous ennuie beaucoup. Et quand vous êtes fournisseur, que vous avez un nouveau patron, vous avez un certain nombre de choses, de messages à lui dire. Je ne vous parle pas des bavards qui vont aller déblatérer sur les uns ou sur les autres, mais je pense que la mission d'un fournisseur, c'est également d'apporter un certain nombre de précisions et d'évolutions au repreneur sur son marché. Et là aussi, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des entretiens approfondis, je pense qu'avec les fournisseurs, qui n'oubliez pas, chacun le sait, visitent nos concurrents, on peut avoir des discussions très approfondies parce qu'on aura tout de suite avec eux la tendance du marché. C'est de s'occuper de sa trésorerie, on le sait tous, on a toujours des montages un peu tendus, et quand il faut remonter à la holding un peu de trésorerie, eh bien on déséquilibre le cycle qui existait dans l'entreprise. Il faut évidemment très vite, là aussi ça va de soi, mais c'est pas toujours facile, mettre un prévisionnel en place, parce que vous le verrez, peu d'entreprises, ça change aujourd'hui, mais peu d'entreprises ont des PME, des tableaux de bord. Alors pas comme on l'imagine dans les grands groupes, mais sur les principaux sujets de l'entreprise. Tout ça est fait généralement au feeling par la même personne depuis 20 ans. Et vous voyez, moi je le comprends assez bien aujourd'hui. À partir du moment où vous maîtrisez tout un vos chiffres, vos tableaux de bord, vous en avez un peu moins besoin que quand vous avez besoin d'aller dans un grand groupe rendre des comptes à votre supérieur hiérarchique. Donc il y a un moment donné, les chiffres, vous les avez la tête, vous maîtrisez et vous avez pas forcément besoin de le marquer noir sur blanc sur un tableau de bord. Mais sur la trésorerie, il faut très vite regarder cela. Parce que des entreprises reprises qui connaissent des problèmes de trésorerie quelques mois après leur reprise, on en connaît et j'ai quelques amis à qui ça a été fatal. Et puis, il faut être également très exigeant. On est très exigeant avec ses banquiers pour ne pas être caution personnelle. Quand on négocie une reprise d'entreprise, il faut être très exigeant également sur le recouvrement client. Parce que là aussi, il y en a qui essayent d'en profiter, toujours. Hein. On essaye de voir si avec le nouveau, ça sera différent de l'ancien. Et je pense qu'il faut très très vite mettre des règles absolues dans ce domaine-là, parce que si on ne les met pas dès le départ, et bien derrière, ce sera beaucoup plus difficile à exiger des règlements dans les délais qui ont été décidés. Et on peut avoir la tentation, quand il y a un repreneur, de dire « Ah tiens, ce client, j'arrive, je ne voudrais pas le perdre », d'être un peu mou sur les conditions de règlement. Moi, le conseil que je donne, c'est de ne jamais céder sur ce sujet-là. Voilà les quelques points. Alors, il y en aurait d'autres, mais voilà les 7 points essentiels dans cette période d'observation. On passe maintenant à l'apprentissage de sa vie d'entrepreneur. Parce que là, le changement, il est dans l'entreprise, mais il est également dans l'attitude de chacun. Donc on devient patron, et quand on devient patron, eh bien, il faut apprendre un certain nombre de nouvelles attitudes, un certain nombre de repères. Le premier, c'est qu'il faut apprendre, on le dit, on le répète, la solitude et l'isolement, surtout pour ceux qui, dans des groupes, ont eu l'habitude de travailler en commun, en relation avec d'autres, de prendre des décisions en équipe avec des collaborateurs qui partageaient les difficultés. Dans les PME, même si on fait le choix d'avoir des actionnaires un peu engagés, on s'aperçoit très vite que les actionnaires, s'ils ne sont pas dans l'activité, ils peuvent vous être, les sleeping partenaires, ça existe, ils peuvent vous être d'une certaine utilité, mais en ce qui concerne l'échange sur des marchés de niche que sont nos PME, ils sont vite largués quand même. Et très vite, la connaissance que vous acquérez
fait que le niveau de discussion avec vos associés, le frère, le cousin qui était un peu de la partie, tout ça au bout d'un moment c'est un peu compliqué. C'est compliqué également d'échanger avec ces cadres, surtout s'ils n'ont pas été associés, parce qu'eux font leur boulot. Des cadres dans une PME, il y en a un ou deux. C'est compliqué d'échanger également avec les commerciaux. Moi, j'avais toujours pensé au départ que les commerciaux étant très proches du terrain, voyant beaucoup les clients, et pourraient une force de proposition à l'entreprise. J'ai toujours été un peu déçu par la force de proposition que pouvaient constituer les commerciaux. Et donc, vous faites l'apprentissage de la solitude et un peu de l'isolement. On en parle beaucoup de la solitude du chef d'entreprise, mais c'est une réalité. On se retrouve souvent seul devant ses responsabilités. Et moi, ce que je préconise, évidemment, c'est de ne pas rester seul. C'est soit d'appartenir à un club de repreneurs. Je pense même qu'Anne-Marie, vous voyez, peut-être vos repreneurs, un jour, on pourrait leur proposer. Oui, vous m'en avez parlé il y a quelques temps, alors pour l'instant, mais vous ne m'avez pas encore écouté. Mais j'ai pas encore, voilà. Et il faut le faire parce qu'à un moment donné, sur un certain nombre de sujets, des sujets très vite, ils auront besoin d'échanger. Et nous, sur notre club, on a pu échanger sur tous les sujets. Nos situations familiales, nos situations patrimoniales. Maintenant, on en est plutôt les enfants, comment on va faire avec les enfants. Les relations avec les collaborateurs. Quand vous avez des gens qui ont le même parcours que vous, vous échangez, où il y a la confiance, vous échangez très libre. Et puis, bien sûr, rejoindre des organisations professionnelles, des clubs, qui fait que vous puissiez, les clubs de la Chambre de commerce, le club export, le club innovation, enfin bref, tout faire pour combattre la solitude que vous aurez de toute façon dans l'entreprise en allant un peu mettre le nez à l'extérieur. Alors, mettre le nez à l'extérieur, c'est pas toujours facile, parce que la disponibilité devient moins grande quand on reprend une entreprise, et notamment, beaucoup ont le sentiment, et c'est une réalité, que la charge administrative est très lourde. Très lourde. On parle de simplification, on ne l'a jamais vu arriver. Et je pense, moi, aux repreneurs qui sont dans la salle, qui l'année prochaine vont arriver et vont avoir, par exemple, à gérer le compte pénibilité. Imaginez que leur métier, ça soit d'avoir des préparateurs de commandes qui transportent des cartons toute la journée de 20 kilos. Je leur souhaite beaucoup de courage pour régler cette nouvelle invention administrative dont on ne sait même pas encore comment on va la traiter. Bref, des simplifications, il n'y en a pas, c'est lourd, c'est compliqué. À chaque jour, on invente une nouvelle taxe. Pour l'année prochaine, pour ceux qui vont arriver, ils vont avoir ce compte pénibilité, qui va être une vraie difficulté. Il va y avoir cette fameuse écotaxe, par exemple, dont on ne vous en présente pas que c'est une taxe, mais c'est bien une taxe supplémentaire. Bref, on a des pouvoirs publics qui sont très, très productifs sur des choses. Alors, ça prend du temps, il faut le savoir, et la disponibilité, le nez dans le guidon, on l'a tous, et d'aller mettre le nez à l'extérieur, c'est pas tous les jours facile. Les questions qu'il faut se poser, et qu'on ne se pose pas toujours tellement on a envie d'acquérir cette cible, c'est la distance entre le domicile et son entreprise, et sa vie familiale qui va se trouver un peu bouleversée. On l'a vu, nous, avec des repreneurs qui faisaient 50, 60 km par jour. Quand vous faites 50 ou 60 km par jour et que vous avez une famille qui vous attend, que vous habitez par exemple au sud de Lyon, que l'entreprise au nord de Lyon, qu'il y a le tunnel de Fourvière entre, c'est pas très très simple, tout ça. Donc soyez bien attentifs à votre situation personnelle et familiale, notamment dans les premières années où la charge de travail est importante. Je ne dis pas que vous ne travailliez pas avant, mais entre une charge d'un cadre dirigeant et la charge de travail d'un petit patron de PME qui doit aller dégager la neige devant le portail le matin, signer les chèques de la paye à la fin du mois, la tâche est lourde, et je pense qu'il faut vraiment s'interroger
sur ce projet également au niveau de sa famille. Il faut que, en un mot, je pense qu'il faut que la famille adhère à ce projet. On ne peut pas le faire contre la vie familiale. Enfin, la remise en cause. Le troisième point, c'est la remise en cause. Je pense que c'est fondamental quand on rentre dans une PME, qu'on a été dans des grands groupes, c'est le cas hein, qu'on a choisi ici de traiter, de se remettre en cause. Moi, j'ai appris sur le tard que pour que des entreprises se créent, je n'y avais jamais réfléchi, il fallait d'autres qui disparaissent. Voilà, je ne m'étais jamais posé cette question. Et des entreprises se créent parce que d'autres disparaissent. Et c'est pas sûr que si les choses ne bougeaient pas, n'évoluaient pas, de nouvelles entreprises se créeraient. C'est donc bien parce qu'il y a l'entreprise est une matière vivante qui bouge dans un univers et dans un environnement extrêmement fluctuant, qu'il doit y avoir une remise en cause permanente. Et je le disais tout à l'heure, quand on est dans un groupe, on se sent un peu à l'abri des décisions. Bien sûr que ça se coupe, bien sûr qu'il peut y avoir des plans sociaux, bien sûr qu'il peut y avoir la fermeture d'une filiale, mais le système fait qu'il est organisé que globalement, il poursuit quand même sa route. Dans les PME, les retournements de situation sont bien souvent mortels, difficiles, imprévisibles et rapides. Et c'est la raison pour laquelle, moi je prends souvent cette image, hein, quand on a un paquebot, on franchit les tempêtes, quand on est dans un hors-bord, une vague un peu forte peut nous emporter. Dans la PME, c'est pareil. Vous êtes dans un grand groupe, ça se couvre fort, mais vous restez sur place. Dans la PME, quand ça se couvre vraiment trop fort, vous pouvez vous retourner. Et il faut donc avoir en permanence ces idées de remise en cause, de pouvoir changer, de pouvoir évoluer. Moi, j'ai le souvenir d'un dirigeant d'une entreprise qui m'avait beaucoup marqué, c'était les cycles Ginet. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est des autres, tu t'y intéressais, non? Non, bon. Les cycles Ginet, il avait fait son business avec la grande distribution. Et c'était un passionné de vélo parce que sa voiture, c'est une roue de vélo. Donc c'est un mec, il était... Voilà. Et il assemblait des vélos à Vienne. Et il m'a raconté un truc extravagant, incroyable. C'est qu'un jour, c'est Mammouth qui avait développé ces... voilà. Et il y a un moment donné où il y avait la pression de Décathlon qui arrivait, bref, ces vélos n'en avaient plus. Il a pris la décision, lui, de ne plus vendre du jour au lendemain à Mammouth. Ça m'a, quand j'ai eu cette discussion, et il a monté des magasins d'usine, décidé de vendre à lui-même des magasins d'usine. Il a monté ses propres magasins d'usine pour se faire une deuxième vie. C'est des types de décisions qu'on peut être amené à prendre quand on a des financiers derrière nous, des grands dirigeants, des choses, on prend la décision en commun. Quand on est tout seul dans une entreprise pour la prendre, vous comprendrez que c'est un peu plus dur. Et au bout de ces 100 jours, il y a forcément un peu de bonheur. C'est ça qui est important. C'est que 100 jours, Philippe? Non, hein? Et François Jérôme, non plus. 3 jours. Ah, 3 jours. Il y a 3 jours. Ah bah 3 jours, c'est encore un peu tôt. Le bonheur, c'est de se dire, si c'était à refaire, je le referais. C'est l'épanouissement, bien sûr, personnel qu'on trouve dans ces nouvelles fonctions. C'est d'avoir le sentiment qu'on a donné du sens à son destin et que ce destin, on le maîtrise complètement. Et puis, c'est la possibilité de faire grandir les femmes et les hommes qui vous entourent. Je pense que pour un manager, c'est important. Moi, quand j'ai quitté les grands groupes, c'est que j'en avais assez que les gens soient maltraités par des décisions qui étaient prises à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, non, moi, mon avenir, c'est la PME. Et j'ai trouvé ce que je cherchais dans les PME, c'est-à-dire la place que doit avoir l'homme dans l'entreprise où chacun est considéré à sa juste place, avec la possibilité de faire évoluer, de faire grandir les hommes sans prendre en compte des considérations totalement étrangères au contexte humain. Et voilà, on arrive à la fin des 100 jours où il faut faire le diagnostic.
Et il faut à ce moment-là réunir bien sûr les gens parce qu'on s'y était engagé le premier jour pour faire un premier bilan. Et à partir de ce premier bilan, faire deux choses. La première, c'est établir les nouvelles règles du jeu et donner les grandes orientations. Les nouvelles règles du jeu qu'il faut établir, c'est ce que vous allez greffer, c'est votre patte personnelle, c'est vos idées, c'est vos aptitudes, c'est vos convictions que vous allez greffer sur la culture de l'entreprise que vous avez découvert. Parce qu'il serait quand même très rare que la culture de l'entreprise corresponde exactement à ce que vous pensez, à ce que vous réfléchissez, à votre façon d'être. Il y a forcément des décalages. Et il faut que l'entreprise, elle vous ressemble. Moi, je dis souvent à des repreneurs, essayez d'acheter une entreprise qui vous ressemble. Parce que quand vous êtes dans une entreprise qui vous ressemble, vous allez être épanoui, vous allez être meilleur. Et il faut donc que petit à petit, ce dont vous croyez, vos convictions, vous puissiez les appliquer petit à petit, mettre votre patte. On a vu au début qu'un changement trop brutal était impossible. Mais il faut, à un moment donné, dire aux gens, voilà, j'ai observé, j'ai compris comment ça fonctionnait. Moi, votre nouveau patron, voilà les inflexions que je vais donner. Alors, elles peuvent être très fortes si la situation de l'entreprise l'exige ou si la déontologie est à l'inverse de l'entreprise. Je vais vous donner un cas de figure d'un ami qui a racheté une entreprise qui faisait du négoce, notamment avec les territoires d'outre-mer. Et la technique du patron, c'était toujours de se tromper en plus dans les commandes, de façon à ce qu'il n'y ait jamais de retour possible. C'est-à-dire que, au lieu de commander, je sais pas, je me rappelle plus, puis il produit un peu, en 10, il en livrait volontairement 12, qui facturait 12. Et le client à l'autre bout du monde disait, ouais, mais je sais pas commandé ça, ouais, mais on les vend, on va pas les reprendre, etc. C'était une méthode systématique. On peut comprendre que cette déontologie ne soit pas partagée par tous. Voilà un cas de figure où il faut qu'on y remette sa patte. Et donc, on y met son empreinte sur le management, sur l'organisation. Moi, je vais vous dire, par exemple, 2-3 points que j'ai mis en place. J'ai organisé une réunion en début de poste dans chaque atelier. J'avais vécu ça chez Valeo notamment ou à la CIAPM. J'étais imprégné de ça et je n'imaginais même pas qu'on puisse demander à des collaborateurs de commencer la journée sans faire un point. Ça me semblait, ça me heurtait, ça me choquait. Et ils ne le faisaient pas parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Donc, dorénavant, dans notre entreprise, depuis déjà maintenant très longtemps, chaque matin, les chefs d'atelier font une réunion. On parle des résultats de la veille, on parle des objectifs de la journée, on parle des absents, on parle des projets qualité, on parle de l'intéressement, enfin bref, on parle de tous les sujets. Je pense aussi, c'est très important de donner le droit à l'erreur, d'expliquer aux gens qu'ils ont le droit de se tromper et qu'ils ont surtout le droit de ne pas le planquer. Mais le droit à l'erreur fait partie du management. L'entretien annuel, ça peut être la responsabilisation initiative des salariés, ça peut être la professionnalisation du pilotage et la gestion de l'organisation, bref, sur du sujet petit à petit. Et je pense qu'au bout de 100 jours, après cette période d'observation, c'est le bon moment pour essayer d'impulser cette dynamique et d'impulser ce à quoi on croit dans ce qui est devenu son entreprise. Et puis les grandes décisions, on a mis 3 mois, on a pris le temps de construire un projet, et je crois que ces grandes orientations, elles doivent être l'expression de la valeur ajoutée qu'amène le chef d'entreprise et le fondement de sa légitimité, parce que on n'a pas toujours en tant que repreneur une légitimité, elle n'est pas naturelle. Le cédant là, mais vous, quelle légitimité? Je pense par rapport aux hommes clés qui ont l'impression que vous êtes un peu une pièce rapportée du système, c'est avec ce projet que vous allez développer, que vous allez acquérir de la légitimité. Voilà ce que je voulais, et les quelques mots que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie. Merci.